Kit Wiggins se tenait devant la cuisinière, remuant la marmite de chili qui était devenue une sorte de tradition du dimanche. La cuisine embaumait le cumin et les souvenirs. Son ex-femme le préparait ainsi avant le divorce, avant que les déploiements s'accumulent trop haut et que le silence entre eux devienne assourdissant. Son fils Johnny était assis à la table, faisant ses devoirs de géométrie, le crayon grattant le papier, tandis que Ralph Wilson, le beau-père de Kit, sirotait une bière en se plaignant des Seahawks. Il l'avait en main au 3e quart-temps, disait Ralph. Il n'avait qu'à tenir cette fichue ligne. Kit sourit, mais ne répondit pas. À 42 ans, il avait appris que certaines conversations n'exigeaient pas de participation. Il avait quitté la Navy 3 ans plus tôt et travaillait désormais comme spécialiste en fabrication dans un atelier d'usinage à Tacoma. Le salaire était correct, le travail honnête, et personne ne lui tirait dessus. Après 12 ans dans les forces spéciales navales, dont 8 au sein du SEAL Team 6, cette dernière partie comptait plus que les gens ne pouvaient l'imaginer. « Papa, tu peux vérifier cette démonstration ?» demanda Johnny en faisant glisser son cahier sur la table. Kit s'essuya les mains sur un torchon et se pencha par-dessus l'épaule de son fils. 6 ans, élève modèle, titulaire en équipe première l'année prochaine. Tout ce que Kit avait fait, chaque mission, chaque cauchemar, chaque cicatrice, c'était pour construire un monde où Johnny pouvait s'inquiéter de géométrie plutôt que de survie. Ligne 3, dit Keith en tapotant le papier. Ton anglais faux. La porte d'entrée explosa à 20h47. L'entraînement de Kit prit le relais avant que son esprit conscient n'enregistre la menace. Il poussa Johnny sur le côté alors que le premier homme entrait, mais ils étaient trop nombreux, trop rapides. 6 hommes en tenue tactique. Mouvement professionnel, armes silencieuses déjà levées, à terre, à terre, à terre. Ralph se leva, bouteille de bière encore à la main. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Le coup silencieux fit un bruit comme une toux. La poitrine de Ralph s'ouvrit en rouge. Il tomba en arrière, la bouteille se brisant sur le sol. « Non !» Kit bondit en avant, mais quelque chose de dur s'abattit à la base de son crâne. La cuisine bascula. Il heurta le sol, la vision trouble, et observa, impuissant, tandis que 2 hommes traînaient Johnny loin de la table. Les yeux de son fils étaient écarquillés de terreur. « S'il vous plaît !» parvint à dire Keith. « C'est juste un gamin. » L'un des hommes, un opérateur massif avec une cicatrice descendant sa joue, attrapa Keith par les cheveux et lui releva la tête. « Le sénateur Wyatt vous envoie ses salutations, mécanicien. » La voix de l'homme était plate, professionnelle. « Vous n'auriez pas dû essayer de le faire chanter ? » « Je ne le fais pas, » commença Keith, mais un coup de botte dans ses côtes coupa ses mots. Il entendit Johnny hurler, entendit le bruit humide des poings contre la chair. Il essaya de ramper vers son fils, mais quelqu'un versait quelque chose, de l'essence, lui dit son nez, partout sur le sol de la cuisine, en l'éclaboussant sur les murs. « Papa !» La voix de Johnny était épaisse, pâteuse. Keith les vit traîner son fils par la porte de derrière, vit le corps inconscient de son garçon jeté sur la pelouse. Au moins, il l'avait laissé en vie. Au moins, l'allumette tomba, le monde devint feu et agonie. L'unité des brûlés, au Harborview Medical Center, sentait l'antiseptique et la viande cuite. Kit dérivait entre conscience et inconscience pendant la première semaine. Ses terminaisons nerveuses hurlant chaque fois que la morphine s'estompait. 40% de son corps présentait des brûlures au 3e degré. Le médecin dit qu'il avait de la chance d'être en vie, mais Kit ne se sentait pas chanceux. Il se sentait comme quelque chose raclé du sol de l'enfer. Quand il put enfin penser clairement, il demanda des nouvelles de Johnny. « Fracture du crâne », lui dit l'infirmière doucement. « Il est en soins intensifs, coma artificiel. Les médecins disent qu'il est trop tôt pour savoir s'il y aura des dommages permanents. Ralph Wilson était mort sur les lieux. » Keith fixa le plafond et essaya de donner un sens à tout cela. Sénateur Wyatt, un mécanicien, quelqu'un avait fait une erreur, envoyé une équipe d'assassins à la mauvaise adresse, tué son père et peut-être son fils pour une affaire d'identité erronée. Au 8e jour, la détective Paige Parrish vint prendre sa déposition. « Nous enquêtons sur l'attaque comme une invasion de domicile », dit-elle en ouvrant un bloc-notes, mais le médecin légiste a trouvé quelque chose d'intéressant. Votre beau-père a été abattu avec un FN-57. Ce n'est pas exactement l'arme d'un criminel de rue. C'était professionnel, dit Keith, sa voix encore rauque à cause de l'inhalation de fumée. Équipe de 6 hommes. Équipement militaire. Ils m'ont appelé mécanicien. On dit que le sénateur Stephen Wyatt les avait envoyés. La plume de Parrish s'arrêta. Stephen Wyatt, le sénateur d'État, c'est ce qu'ils ont dit. Monsieur Wiggins, le sénateur Wyatt est candidat au poste de gouverneur.
Il est en vue. Êtes-vous sûr d'avoir bien entendu? Kit soutint son regard. Détective, j'ai passé 8 ans dans les forces spéciales navales. Je sais faire la différence entre une invasion de domicile et un assassinat. Ils se sont trompés de maison. Ils cherchaient c'est quelqu'un d'autre. Parrish l'observa longuement. Je vais vérifier. Mais monsieur Wiggins, des hommes comme Stephen Wyatt ne sont pas touchés par des accusations comme celle-ci. Ils ont des avocats, des ressources. Si ce que vous dites est vrai, vous devez être très prudent. Après son départ, Keith resta allongé dans son lit d'hôpital et pensa à la prudence. Il avait été prudent pendant 3 ans, prudent pour éviter les conflits, prudent pour construire une vie normale, prudent pour enterrer l'homme qu'il avait été à Fallujah et à Abbottabad et une douzaine d'autres endroits dont les noms étaient encore classifiés. Son beau-père était mort, son fils pourrait ne jamais se réveiller, et l'homme responsable pensait qu'il était un mécanicien qui avait essayé de faire chanter un sénateur. Kit avait survécu à de pires brûlures que cela. À Fallujah, un engin explosif improvisé avait transformé son Humvee en boule de feu. Il avait tiré 2 Marines dehors avant que les munitions ne commencent à exploser. Les médecins avaient dit la même chose à l'époque, chanceux d'être en vie, mais la chance s'épuise. Il tendit la main vers son téléphone avec ses mains bandées et appela un numéro qu'il avait juré de ne plus jamais utiliser. Timothy Simpson répondit à la 2e sonnerie. « Keith, bon Dieu, on a entendu, j'ai besoin de l'équipe. » dit Keith. « Tous. » Pourquoi? Keith ferma les yeux et vit l'éclair du canon qui avait tué Ralph. Entendit Johnny hurler, sentit l'essence et les cheveux brûlés. « Protocole Fallujah » dit-il calmement. Il y eut un long silence à l'autre bout. Puis, combien? Le sénateur Stephen Wyatt a 14 membres de sa famille. Je veux qu'il ressente ce que j'ai ressenti, puis je veux qu'il sache qui l'a fait et pourquoi. Puis je veux qu'il disparaisse. Keith, ils ont brûlé ma maison avec moi dedans. Tim, ils ont battu mon fils de 16 ans jusqu'à l'inconscience. Ils ont abattu un homme de 70 ans pour s'être levé de la table du dîner et ils pensent que je suis quelqu'un d'autre. Ils pensent que je suis juste un mécanicien. Une autre pause. Puis la voix de Timothy revint. Plus dur? Nous serons là dans 48 heures. Ne fais rien de stupide d'ici là. Trop tard pour ça? Dit Keith et raccrocha. Dehors. À l'hôpital, la pluie martelait Seattle comme si elle avait une rancune. La détective Parrish était assise dans sa Crown Vic banalisée et passait des appels. Le premier à son lieutenant, qui lui dit de lâcher l'affaire. Le second à un ami au FBI, qui lui dit la même chose. Le troisième à un journaliste à la retraite nommé Terence O'Connell, spécialisé dans la corruption politique. Stephen Wyatt. O'Connell rit amèrement. Vous avez environ 6 mois de retard. Détective, j'avais une source, un mécanicien automobile nommé Clarence Ferris, qui travaillait sur la flotte de véhicules de campagne de Wyatt. Ferris a trouvé quelque chose dans l'un des SUV, des documents, des photos, des preuves que Wyatt dirigeait des contrats d'infrastructure d'État vers la société de construction de son beau-frère. Des millions en pots de vin. Qu'est-il arrivé à Ferris? Mort, accident de voiture il y a 3 semaines. Défaillance des freins. Officiellement, une erreur mécanique. Officieusement, la voix d'O'Connell baissa. Je pense que quelqu'un s'est inquiété de ce qu'il savait. Parrish pensa à Keith Wiggins allongé dans l'unité des brûlés. Ferris a-t-il déjà essayé de faire chanter Wyatt? Je ne sais pas. Peut-être. Il avait peur. En tout cas, il m'a appelé 2 jours avant sa mort. Il disait que quelqu'un l'avait suivi jusque chez lui après le travail. Puis plus rien. O'Connell. J'ai besoin que vous m'envoyiez tout ce que vous avez sur Wyatt. Pourquoi? Vous prévoyez de le faire tomber? Non, dit Parrish en regardant la pluie strier son pare-brise. Je prévois de me tenir à l'écart. Timothy Simpson arriva au Harborview avec Colin North et Omar Fitzpatrick. Kit était sorti du lit maintenant, marchant dans les couloirs avec une canne, sa peau tendue sur de nouvelles greffes qui laisseraient de mauvaises cicatrices. Les 3 hommes se tinrent dans sa chambre d'hôpital et ne mentionnèrent pas son apparence. « Johnny » demanda Timothy, toujours dans le coma. Les médecins disent que l'œdème cérébral diminue. Ils sont prudemment optimistes. La voix de Kit était plate. « J'ai besoin que vous compreniez quelque chose avant de faire ça. Ce n'est pas une opération sanctionnée, c'est du meurtre. Si vous partez maintenant, il n'y a pas de jugement. » Omar, un homme compact aux yeux intelligents, croisa les bras. Qui étaient les tireurs? J'ai eu une plaque partielle de la caméra de sécurité du voisin. Parrish l'a vérifié. Immatriculé au nom d'une société de conseil en sécurité appelée Apex Tactical, des anciens contracteurs, tous. La société appartient à un type nommé Adam Moore. Il est ex-Blackwater. « Laisse-moi deviner », dit Colin. Apex Tactical fait la sécurité pour le sénateur Wyatt. Son quartier général de campagne,
Sa protection personnelle, ses événements de collecte de fonds. Kit sortit une tablette, l'utiliser lui faisait encore mal aux mains et afficha un fichier. La détective Parrish est une bonne flic, mais elle joue selon des règles que ces gens ne respectent pas. Elle m'a envoyé ça officieusement. Des infos sur Stephen Wyatt. Le fichier était complet. Stephen Wyatt, 53 ans, sénateur d'État depuis 12 ans, marié à Christy Wyatt. 2 enfants adultes. Brian Wyatt et Beatrice Fowler. Née Wyatt. Famille élargie incluant sa mère Eileen Wyatt, 3 frères et sœurs, 6 neveux et nièces. Nouvelle fortune prétendant être ancienne. Campagne basée sur la loi et l'ordre. Les valeurs familiales, l'économie Washington d'abord, le mécanicien qu'il cherchait s'appelait Clarence Ferris. Continua Keith. Il a trouvé des preuves que Wyatt dirigeait des contrats d'État pour des pots de vin. Ferris est mort dans un accident de voiture mis en scène il y a 3 semaines. Mais avant de mourir, il a dû essayer de faire chanter Wyatt. C'est pourquoi ils sont venus pour lui, sauf qu'ils sont allés à la mauvaise adresse, dit Timothy calmement. 1247 Riverside Drive au lieu de 1274 Riverside Drive, la mâchoire de Kit se serra. L'équipe d'Adam Moore n'a pas fait ses devoirs. Ils ont brûlé la mauvaise maison, tué la famille du mauvais homme. Colin se dirigea vers la fenêtre. Alors on les fait payer. Comment? Kit afficha un autre fichier. Wyatt a 14 membres de sa famille, sa femme Christy, ses enfants Brian et Beatrice, sa mère Eileen, ses 3 frères et sœurs, Chad Wyatt, Edmund Wyatt et Kay Wyatt O'Neill. Le mari de Kay, Jason O'Neill, 6 neveux et nièces entre eux. 14 personnes, dit Omar. Tu veux tuer 14 personnes? Non. Les yeux de Kit étaient froids. Je veux les faire disparaître. Je veux que Stephen Wyatt voie sa famille s'évanouir un par un et sache qu'il ne peut rien faire pour l'arrêter. Je veux qu'il se sente impuissant, terrifié. Puis, quand il aura tout perdu, je veux qu'il sache que c'était moi. Mais je ne suis pas Clarence Ferris, le mécanicien. Je suis Kit Wiggins et je me suis extirpé de son feu. Timothy observa son ancien chef d'équipe. Ils avaient si mené des opérations dans 6 pays ensemble. Ils s'étaient tirés de l'enfer une 12aine de fois. Quand tu dis disparaître, je veux dire accident. Suicides. Disparition inexpliquée. Rien qui ne remonte à nous, rien qui ne le sauve. La voix de Kit était ferme. Ils ont laissé Johnny en vie. Je laisserai à Wyatt 2 membres de sa famille pour qu'il puisse les voir enterrer les autres. Puis je le laisserai aux conséquences. La police ne trouvera rien. Nous sommes des fantômes. Tim, nous avons toujours été des fantômes. Les 3 hommes échangèrent des regards. Ce que Keith proposait était au-delà de l'illégal. C'était un crime de guerre selon n'importe quelle définition. Mais ils avaient tous servi sous ses ordres. Ils lui avaient tous confié leur vie. Et ils avaient tous vu ce que des hommes comme Stephen Wyatt faisaient quand ils se croyaient intouchables. « J'en suis, dit Omar le premier. » Colin hocha la tête. « Moi aussi. » Timothy inspira profondément. « Nous aurons besoin de plus que 3 opérateurs pour ça. J'en ai 2 autres qui arrivent. Rodney Casey de San Diego et Zach Cross de Virginia Beach. Tous 2 à la retraite. Tous 2 clean. Tous 2 me doivent quelque chose. Donc 6 au total, contre le sénateur, son équipe de sécurité et toute la machine politique de Washington. » Timothy sourit sombrement. « J'ai connu pire. Quand est-ce qu'on commence ?» Kit regarda la photo de Stephen Wyatt sur la tablette. Beau, souriant, posant avec sa famille à un événement de campagne, tous vêtus de couleurs coordonnées comme s'ils sortaient d'un catalogue. Sa mère Eileen vit seule à Spokane, dit Keith. Elle a 76 ans, diabétique, prend des médicaments pour le cœur. C'est par là qu'on commence. Eileen Wyatt mourut paisiblement dans son sommeil 6 jours plus tard. Le coroner du comté conclut à un arrêt cardiaque, pas inhabituel pour une femme de son âge avec des antécédents médicaux. Personne ne remarqua que sa boîte de médicaments pour le cœur avait été remplacée par des pilules de sucre. Personne ne questionna le gentil jeune homme du service de livraison de la pharmacie qui avait apporté ses médicaments 3 jours avant sa mort. Rodney Casey rentra à Seattle et fit son rapport à Keith. Propre, pas de complications. La pharmacie ne garde pas de caméra sur ses livreurs. Stephen Wyatt assista aux funérailles de sa mère avec toute sa famille. Kit observa depuis l'autre côté du cimetière. Avec des jumelles, depuis une fourgonnette louée, Wyatt avait l'air convenablement triste. Sa femme Christy s'essuyait les yeux. Les enfants se tenaient respectueusement. Chad Wyatt prononça un éloge. « Un de moins », dit Keith calmement. Timothy était au volant. « Tu es sûr de ça? Une fois qu'on passe à 2, il n'y a plus de retour en arrière. Ils commenceront à enquêter. Ils ne trouveront rien. Nous ne laissons pas d'indices. Nous ne suivons pas de schéma. Nous ne sommes que des membres de familles morts de cause naturelle ou de malchance. » Kit baissa les jumelles.
Chad Wyatt, ensuite, c'est un promoteur immobilier commercial. Il passe ses week-ends à escalader dans les cascades. Les accidents d'escalade arrivent, observa Timothy. Oui, approuva Keith. 10 jours plus tard, Chad Wyatt chuta de 91 mètres à Indextown Wall. Son harnais de sécurité montrait des signes d'usure, défaillance catastrophique de l'équipement. L'enquête détermina qu'il utilisait du vieux matériel. Il ne l'avait probablement pas inspecté correctement. Tragique. Évitable, mais pas suspecte. 2 membres de famille de moins, 12 à venir. Stephen Wyatt se tint au service commémoratif de son frère et avait l'air hanté. Les sondages pour la course au poste de gouverneur se resserraient. Son directeur de campagne suggérait qu'il prenne du temps pour faire son deuil. Christie était sous anxiolytique. Keith observa depuis la même fourgonnette, même cimetière, section différente. Il commence à le sentir. Omar dit depuis la banquette arrière. « Bien », répondit Keith. Son téléphone vibra. « L'hôpital ». Il répondit immédiatement. « Monsieur Wiggins, c'est le docteur Shepard. Votre fils est réveillé ?» Les yeux de Johnny étaient flous, mais ils trouvèrent le visage de Keith et le retinrent. L'œdème cérébral avait diminué. Les médecins étaient imprudemment optimistes quant à sa guérison, bien qu'ils avertissent de possibles effets cognitifs. « Papa !» Sa voix était petite. « Confuse !» Keith prit la main de son fils avec précaution. « Je suis là. Tu es en sécurité ?» Grand-père Ralph. « Je suis désolé. » Fiston. Des larmes coulèrent des yeux de Johnny. Keith voulait lui dire que tout irait bien, mais ce serait un mensonge. Au lieu de cela, il se contenta de tenir la main de son fils et de le laisser pleurer. Plus tard, après que Johnny se soit rendormi, la détective Parrish trouva Keith dans la salle d'attente. « J'ai entendu que votre fils s'est réveillé. C'est une bonne nouvelle. La meilleure que j'ai eue depuis un moment. » Parrish s'assit à côté de lui. « Keith, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Officieusement, Aileen Wyatt est morte la semaine dernière. Chad Wyatt est mort hier. Ça fait 2 membres de la famille du sénateur en 2 semaines. Les gens meurent, dit Keith prudemment. Oui, mais quand je commence à voir un schéma, elle se tourna vers lui. Quoi que vous fassiez, arrêtez. Je ne peux pas vous protéger si ça dégénère. Je ne fais rien. Détective, j'ai été à l'hôpital pendant 3 semaines. Vous et moi savons que ça ne veut rien dire. Parrish se leva. Stephen Wyatt est dangereux. Il est connecté, si vous êtes derrière ça, et je ne dis pas que vous l'êtes. Il le découvrira, et quand il le fera, il enverra plus que 6 hommes la prochaine fois. Après son départ, Keith sortit son téléphone et appela Timothy. « Nous devons accélérer, dit-il. La détective remarque des schémas. Nous devons bouger plus vite et moins prévisiblement. À quel point vite? 2 de plus d'ici la fin de la semaine. Faites-les différents. Un accident de voiture? Une noyade? Quelque chose qui ne semble pas connecté. Keith. Il remarque Tim, ce qui signifie que Wyatt remarque nous devons augmenter la pression avant qu'il ne monte une défense. Il y eut un silence sur la ligne. Puis, Zach suit déjà Brian Wyatt. Le gamin est accro à la coke. Il fait la fête dure à Belltown tous les week-ends. Une overdose n'étonnerait personne. Fais-le, j'en gérerai un moi-même. Tu es encore à l'hôpital? Je sors demain. Johnny est stable. Et j'ai besoin de finir ça. Keith raccrocha et regarda ses mains bandées. Le médecin disait qu'il retrouverait peut-être 80% de fonctionnalité. Les cicatrices seraient permanentes. La douleur chronique. Mais la douleur n'était que de l'information. Et là, elle lui disait exactement ce qu'il avait besoin de savoir. Il était encore en vie, encore capable et encore très en colère. Stephen Wyatt avait essayé de brûler ça. Il avait échoué. Brian Wyatt mourut d'une overdose d'héroïne dans son appartement un mardi soir. La police de Seattle le trouva seul. Les aiguilles encore dans le bras. La toxicologie montra une contamination au fentanyl. Juste une autre victime de la crise des opioïdes. Son père publia un communiqué sur la tragédie de l'addiction et le besoin de meilleurs programmes de traitement. Keith regarda la conférence de presse depuis son ordinateur portable dans une chambre de motel. Il était sorti de l'hôpital contre avis médical. Johnny était réveillé et en voie de guérison. Sous garde, Keith avait engagé une sécurité privée, de vrais professionnels cette fois, ne faisant pas confiance à la sécurité de l'hôpital. Le sénateur avait l'air plus vieux, plus gris. Il y avait un tremblement dans ses mains quand il serrait le podium. 3 membres de famille en 3 semaines. Il sait, dit Colin depuis l'autre lit. Regarde ses yeux. Il sait que ce n'est pas une coïncidence. Mais il ne peut pas le prouver, répondit Keith, et il ne peut pas l'arrêter. Son téléphone vibra. Omar, Béatrice Fowler quitte la ville, fait ses valises avec ses enfants.
et conduit chez les parents de son mari dans le Montana. Elle a peur. « Laisse-la partir », dit Keith immédiatement. « Elle est c'est l'une des deux que je laisse en vie. Elle et Christy, la femme et un enfant. Laisse-les regarder. C'est miséricordieux. » « Non, » corrigea Keith. « C'est cruel. Je veux qu'ils vivent avec ça. Savoir ce que ça fait d'être le survivant. » La cible suivante était Edmund Wyatt, le plus jeune frère du sénateur, un consultant financier qui vivait à Olympia avec sa femme, Young Shepard, et leurs 2 filles adolescentes. Keith étudia sa routine pendant 2 jours. Edmund était prudent mais prévisible. Il courait tous les matins à 5h30 à travers la forêt du Capitole. Toujours le même itinéraire, les coureurs meurent d'attaques cardiaques, surtout les hommes de la fin de la quarantaine qui se poussent trop. Keith injecta à Edmund du chlorure de potassium au marqueur de 4. Et dit un petit kilomètre où le sentier courbait à travers un bois épais. Le produit chimique arrêta son cœur instantanément. Keith attrapa le corps, l'arrangea pour qu'il ait l'air d'avoir fait une chute naturelle et disparut dans les arbres. L'autopsie montrerait un arrêt cardiaque. Il pourrait trouver le site d'injection, mais le chlorure de potassium était presque impossible à détecter post-mortem. Le corps en produit naturellement pendant la décomposition. 4 de moins, 10 à venir. Sauf que la femme d'Edmund, Young, ne le supporta pas bien. Elle commença à parler au reporter, disant que son mari avait été assassiné, disant que la famille Wyatt était ciblée, disant que la police n'en faisait pas assez. La détective Parrish se présenta à la chambre de motel de Keith ce soir-là avec 2 officiers en uniforme. « Monsieur Wiggins, j'ai besoin que vous veniez avec moi. » Keith ne résista pas. Il s'y attendait. Au poste, ils le mirent dans une salle d'interrogatoire avec des caméras en marche. Parrish s'assit en face de lui avec un dossier, 4 membres de la famille du sénateur Wyatt morts en 3 semaines. « Vous voulez me dire où vous étiez quand Edmund Wyatt est mort ? En physiothérapie. Centre ambulatoire de Harborview. J'ai un reçu pratique. C'est aussi vrai. Vérifiez les caméras. » Parrish ouvrit le dossier. « D'accord. Où étiez-vous quand Brian Wyatt a fait son overdose ? » « Avec mon fils, heure de visite en soins intensifs. » Aussi sur caméra, l'accident d'escalade de Chad Wyatt. Encore à l'hôpital, en récupération de brûlures au 3e degré. Multiples témoins. Parrish le fixa. « Vous utilisez des alibis. J'utilise la physiothérapie et les visites à mon fils. » dit Keith calmement. « Détective, je suis une victime ici. Mon père a été assassiné. Mon fils a été battu. J'essaie juste de récupérer. » Pendant que l'homme qui a ordonné sa père, sa famille, un par un, le karma est une salope. Parrish frappa la table de la main. Ce n'est pas un jeu. Young Shepard a 2 filles. Edmund Wyatt avait des enfants. Vous créez des orphelins. Keith se pencha en avant, son visage cicatrisé dur. Mon fils a 16 ans. Il pourrait avoir des dommages cérébraux permanents. Mon beau-père avait 70 ans. Ils étaient innocents. Adam Moore s'est-il inquiété des orphelins quand il a appuyé sur la détente ? Donc c'est de la vengeance ? Non. Détective, c'est juste une terrible coïncidence. Les familles meurent, c'est tragique. Keith se leva. Suis-je en état d'arrestation ? Pas encore. Alors je pars. J'ai de la physiothérapie demain matin. Devant le poste de police. Timothy le récupéra. C'était stupide, dit Timothy alors que Keith montait côté passager. C'était nécessaire. Maintenant, elle a vérifié mes alibis et les a trouvés solides. Elle rapportera à son lieutenant que je suis clean. Ça nous gagne du temps ou rend Wyatt désespéré ? Bien, dit Keith. Les hommes désespérés font des erreurs. Ils roulèrent vers une maison sûre, à Renton, où le reste de l'équipe était assemblé. Omar avait acquis des armes, introuvables, achetées via des canaux du dark web. Colin avait piraté la société de sécurité d'Adam Moore, traçant les mouvements et protocoles. Rodney avait compilé des dossiers sur les membres restants de la famille Wyatt. Zach Krause, un sniper maigre aux yeux morts, étala des photos de surveillance. Jason O'Neill marié à Kay Wyatt O'Neill. C'est un avocat en dommages corporels, conduit ivre du country club tous les jeudis soirs. On peut mettre en scène un accident de voiture. Fais-le, dit Keith. Mais rende-le salissant. Fais en sorte que Wyatt le voie venir cette fois. Qu'est-ce que tu veux dire ? Keith sortit son propre téléphone et tapa un message. Il l'envoya depuis un burner au numéro privé de Stephen Wyatt, un numéro que Colin avait extrait de l'email d'un assistant du sénateur. Le message disait « 5 de moins, 9 à venir. Vous avez brûlé la mauvaise maison ? Sénateur ?» Timothy inspira sharply. « Keith, c'est le laisser savoir, » termina Keith. « J'en ai marre d'être un fantôme. Je veux qu'il sache que j'arrive. Je veux qu'il ressente la peur. » Le téléphone vibra immédiatement. La réponse de Wyatt « Qui est-ce »
Kit tapa en retour, le mécanicien, sauf que je ne le suis pas. Pas de réponse après ça. Mais 3 heures plus tard, chaque membre de la famille Wyatt avait une sécurité privée. Apex Tactical d'Adam Moore déploya des équipes pour garder Kay Wyatt O'Neill, Jason O'Neill et les 4 neveux et nièces restants. Christy Wyatt emménagea dans un hôtel avec protection 24h24. Il a peur? Omar observa, regardant les feeds de sécurité que Colin avait piratés. Il devrait, dit Keith, mais la peur rend les gens dangereux. Et Stephen Wyatt était sur le point de prouver à quel point l'attaque vint à l'aube. Kit était dans la maison sûre de Renton avec Timothy quand les fenêtres explosèrent vers l'intérieur. Grenades flash, fumée, puis fusillade. Kit roula du canapé, attrapant le Glock qu'il gardait sous le coussin. Timothy bougeait déjà, ripostant aux formes dans la fumée. Les hommes d'Adam Moore étaient professionnels, coordonnés, mais Kit et Timothy étaient bien meilleurs. Kit mit 2 balles dans la poitrine du premier homme, se baissa alors que le feu de riposte mâchait le mur derrière lui. Timothy flanqua à droite, éliminant un second tireur. 3 autres entrèrent par la porte de derrière. Le combat dura 90 secondes. Quand la fumée se dissipa, 5 contracteurs d'Adam Moore étaient de mort. Kit et Timothy étaient vivants. Mais saignant, Timothy prit une balle dans l'épaule. Les brûlures rouvertes de Keith hurlaient l'agonie. « Ils nous ont trouvés !» Timothy haleta, serrant sa blessure. Kit alla à la fenêtre. Plus de véhicules approchant, c'est une équipe de tueurs. Wyatt ne joue plus la défense. Ils s'échappèrent par le sous-sol. Timothy s'appuyant sur Keith malgré ses blessures. Colin les récupéra 2 pâtés de maison plus loin dans une voiture volée et ils disparurent dans le district industriel de Seattle. Dans une nouvelle maison sûre, un entrepôt abandonné qu'Omar avait sécurisé, ils se regroupèrent. « Adam Moore nous chasse », dit Colin. Nettoyant son fusil, il a les ressources d'Apex Tactical et l'argent du sénateur derrière lui. « Nous sommes exposés, bien », dit Keith, pressant de la gaz sur une brûlure rouverte sur son bras. « Laisse-le venir, parce que pendant qu'il nous chasse, il ne peut pas protéger tout le monde. »« Quel est le plan ?» demanda Zach. Keith afficha les feeds de surveillance des membres de la famille Wyatt. Ils étaient dispersés maintenant, cachés dans des hôtels et maisons sûres, entourés de gardes. « On passe au bruit », dit Keith. Plus d'accidents, plus de subtilité. On les frappe là où ils pensent être en sécurité. Et on envoie un message. « Il n'y a pas de sécurité, pas contre nous. C'est du suicide », argoua Timothy. On ne peut pas assaillir des positions fortifiées. On ne les assaille pas, on les surpasse en intelligence. Kit pointa le feed montrant l'hôtel de Jason O'Neill. Apex Tactical est bon, mais ce sont des contracteurs. Ils pensent comme des contracteurs. Nous pensons comme des SEALs. On va où? Ils ne s'attendent pas. Quand ils ne s'attendent pas, et on rend impossible pour eux de nous arrêter, Omar demanda. Keith sourit froidement. On force Adam Moore à choisir qui sauver. Jason O'Neill mourut quand sa chambre d'hôtel prit feu à 2 heures du matin. Le système de sprinkler défaillit. Quelqu'un avait coupé la conduite d'eau des heures plus tôt. Au moment où Apex Tactical l'évacua, l'inhalation de fumée avait fait son travail. Il mourut dans l'ambulance. Simultanément, à 480 km de là, la voiture de Kay Wyatt O'Neill explosa dans un parking. Elle faisait des courses sous garde, 2 opérateurs d'Apex avec elle. L'engin explosif était rudimentaire, mais efficace. Tous 3 moururent instantanément. Stephen Wyatt reçut les 2 notifications en quelques minutes. 6 de moins, 8 à venir, mais l'équipe de Kit avait aussi souffert. Dans l'opération de l'hôtel, Rodney Casey fut abattu par la sécurité de l'hôtel répondant au feu. Il mourut en se vidant de son sang dans un escalier, gagnant du temps pour les autres, pour s'échapper. 5 opérateurs restants, Kit prit la perte durement. Rodney lui avait sauvé la vie à Bagdad. Ils avaient servi 3 déploiements ensemble. « C'est le coup », dit Timothy calmement ce soir-là. « C'est ce que la vengeance prend. Je sais, » répondit Keith, mais il n'arrêta pas. Ne pouvait pas arrêter. Adam Moore envoya à Keith un autre message. Celui-ci, via email, à une adresse qu'il avait d'une façon ou d'une autre tracée. « Je sais qui tu es maintenant. Wiggins, SEAL Team 6. Impressionnant. Mais tu as tué 5 de mes hommes. C'est personnel maintenant. Je viens pour ton fils. » Le sang de Keith se glaça. Il appela l'hôpital immédiatement. La sécurité privée qu'il avait engagée pour Johnny rapporta que tout était normal. Mais Keith ne faisait plus confiance à la normalité. Il conduisit à Harborview lui-même, enfreignant toutes les limites de vitesse, irruption dans la chambre de Johnny, et trouva son fils assis dans le lit, mangeant du pudding, l'air confus. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» Keith vérifia les gardes de sécurité.
de vrais gardes, pas des plantes d'Adam Moore. Il vérifia la chambre, les fenêtres, les serrures de porte. « On part », dit-il, « tout de suite. » Les médecins ont dit « Je me fiche de ce qu'ils ont dit. Habille-toi ». Il déplaça Johnny dans un lieu privé, un appartement appartenant à un ami de ses jours-ci qui ne posait pas de questions. Installa sa propre sécurité, caméras, capteurs de mouvement, il ne prenait pas de risques. Puis, il envoya un message en retour à Adam Moore « Touche à mon fils et tu meurs lentement. »« Mais tu es déjà mort. Tu ne le sais pas encore ?» Adam Moore fit son prochain coup public. Il organisa une conférence de presse et révéla qu'il menait une enquête privée sur les morts des membres de la famille Wyatt. Il présenta des preuves, minces, circonstancielles, mais des preuves liant les morts à une campagne coordonnée. « Quelqu'un cible cette famille », dit Moore à la caméra, et nous croyons que c'est connecté à un incident il y a 3 semaines où une maison a été ciblée par erreur par des assaillants inconnus. Nous travaillons avec les forces de l'ordre pour identifier les auteurs. Kit regarda la conférence de presse et rit amèrement. Moore était intelligent, il le cadrant comme des assaillants inconnus, distançant lui et Wyatt de l'attaque originale, faisant passer la famille pour la victime. Mais ça signifiait aussi que Moore avait peur, il n'irait pas en public s'il n'était pas à court d'options. Il essaye de tourner l'opinion publique, observa Colin. Mettre la pression policière sur nous, ça ne marchera pas, dit Keith. Pas d'évidence, pas de piste, sauf que Parrish sait. Parrish suspectait. Elle ne peut pas prouver, mais la détective Parrish se révélait plus ingénieuse que Keith ne l'avait anticipé. Elle se présenta à l'entrepôt ce soir-là, d'une façon ou d'une autre. Elle les avait tracés via le téléphone de Timothy, qu'il avait été assez stupide pour ne pas jeter. Elle vint seule, pas de renfort, arme sortie mais pas pointée. « Je pourrais vous arrêter tous maintenant », dit-elle. Debout dans l'embrasure, Kit ne tendit pas la main vers son arme, « mais vous ne le ferez pas. » Pourquoi pas? Parce que vous savez ce que Wyatt a fait? Vous savez qu'il a assassiné Clarence Ferris? Vous savez qu'il a envoyé Adam Moore tuer une famille d'innocentes? Vous savez qu'il est corrompu? L'arme de Parrish ne trembla pas. Ça ne vous donne pas le droit de tuer sa famille. Non. Kit s'avança. Que feriez-vous, détective? Si quelqu'un brûlait votre maison, battait votre enfant, tuait votre père, que feriez-vous si le système en lequel vous avez confiance ne pouvait pas les toucher? J'ai confiance dans le système. Le système protège les hommes comme Stephen Wyatt. Il l'a toujours fait. Vous le savez. Parrish resta silencieuse un long moment, puis elle baissa son arme. Je ne peux pas faire partie de ça. Je ne peux pas vous aider. Mais je ne peux pas vous arrêter non plus. Donc, je vais sortir d'ici et faire comme si je n'y étais jamais venu. En échange, vous me donnez votre parole? Plus de victimes civiles. Plus de dommages collatéraux. Juste les gens responsables? D'accord, dit Kate. Et quand ce sera fini, vous disparaissez, vous et votre équipe. Parce que si je vois jamais des preuves qui vous lient à ces morts, je vous arrêterai. Compris? Compris? Elle partit. L'entrepôt était silencieux. Nous manquons de temps, dit Timothy. Moore sait qui nous sommes. Parrish sait où nous sommes. Nous devons finir ça. Kit hocha la tête. Alors, on finit tout. Ce soir, l'assaut final fut simultané et écrasant. Colin et Omar frappèrent l'hôtel où Christy Wyatt séjournait, mais pas pour la tuer. Kit avait promis qu'elle vivrait. Ils prirent son ordinateur portable et son téléphone, téléchargeant chaque email, chaque texto, chaque photo, preuve de sa connaissance de la corruption de son mari. Puis ils la laissèrent en vie, mais terrifiée. Zach Croze élimina 2 des neveux et nièces du sénateur, adultes, tous 2 impliqués dans les affaires familiales, tous 2 complices d'utiliser les connexions de leur oncle pour gains personnels, rapide, professionnel. Pas de souffrance. Timothy, malgré son épaule blessée, s'occupa d'Adam Moore lui-même, le trouva au quartier général d'Apex Tactical, lui mit 3 balles dans la poitrine, laissa le corps avec un message. Mauvaise maison, mauvais mécanicien. Et Keith alla pour Stephen Wyatt lui-même. Le sénateur était dans son quartier général de campagne, entouré de sécurité, mais Keith ne passa pas par la sécurité, il passa par les conduits d'air, un vieux truc de cils. Quelque chose auquel les contracteurs ne pensaient jamais à se garder. Il atterrit dans le bureau de Wyatt à minuit, le sénateur leva les yeux de son bureau, vit le visage cicatrisé de Keith, et sut immédiatement qui il était. « Vous » respira Wyatt. « Moi » Keith ferma la porte du bureau, la verrouilla. « Votre équipe de sécurité était morte ou le sera bientôt. Votre famille est partie et vous allez écouter très attentivement ce que j'ai à dire. » Wyatt tendit la main vers quelque chose, une arme, un bouton panique. Mais Keith fut plus rapide.
Il planta un couteau à travers la main du sénateur, la clouant au bureau. Wyatt hurla « Je ne suis pas Clarence Ferris », dit Keith calmement. « Je suis Keith Wiggins, ancien SEAL Team 6. La maison que vous avez brûlée était la mienne. Le garçon que vous avez battu était mon fils. L'homme que vous avez abattu était mon beau-père. Vous avez tué la mauvaise famille. Sénateur, s'il vous plaît, j'ai tué 9 membres de votre famille. Je vous ai laissé Christy et Béatrice. Parce que je veux que vous ayez quelqu'un à qui pleurer, et j'ai des preuves de chaque affaire corrompue que vous avez faite. Chaque pot de vin que vous avez pris, chaque loi que vous avez enfreinte. Demain matin, tout va au FBI et au procureur général de l'État et à chaque média de Washington. Wyatt pleurait maintenant, serrant sa main empalée. Vous ne pouvez pas. Je l'ai déjà fait. Dans 24 heures, vous serez arrêté. Vous passerez en jugement. Vous irez en prison. Et chaque jour, pour le reste de votre misérable vie, vous vous souviendrez que je suis dehors, libre, heureux, à vous regarder souffrir. Keith retira le couteau. Wyatt s'effondra, sanglotant. Si vous approchez encore de mon fils, dit Keith, je reviendrai et finirai ce que j'ai commencé. Me comprenez-vous? Wyatt hocha la tête frénétiquement. Keith sortit du bureau, passa devant les gardes de sécurité morts, devant les employés terrifiés, et disparut dans la nuit de Seattle. Le scandale éclata le lendemain matin. Les enquêteurs fédéraux descendirent sur les bureaux et maisons de Stephen Wyatt. Emails montrant des pots de vin, photos d'échange d'argent. Témoignages de témoins qui avaient été trop effrayés pour se manifester avant. Les preuves étaient accablantes. Wyatt fut arrêté lors d'une conférence de presse où il essayait d'annoncer la tragédie des morts de ses membres de famille. Les caméras capturèrent tout. Son visage quand le FBI arriva, les menottes, la marche du prisonnier, sa campagne pour le poste de gouverneur implosa, sa carrière politique était finie. Son procès a été fixé à 6 mois et les experts légaux prédisaient qu'il prendrait au minimum 20 ans. La détective Parrish clôtura son enquête sur les morts de la famille Wyatt. Officiellement, elle conclut qu'il s'agissait de tragiques coïncidences et 1 ou 2 suicides probables liés au stress du scandale familial. Pas de suspect, pas de preuve de jeu déloyal qui puisse être prouvée. Keith regarda les nouvelles depuis une maison de plage en Oregon. 3 États plus loin, Johnny était assis à côté de lui, encore en récupération mais se renforçant chaque jour. Le médecin disait qu'il se rétablirait complètement. Pas de dommages cérébraux permanents, juste des cicatrices et des souvenirs. « Est-ce fini ?» demanda Johnny calmement. « C'est fini, » dit Keith. « Les as-tu tués, les gens qui nous ont fait du mal ?» Keith regarda son fils, pensa à mentir, décida que Johnny méritait la vérité. « Oui ?» dit-il. Johnny resta silencieux longtemps. Puis bien, Keith passa son bras autour de son fils et regarda l'océan. Quelque part à Seattle, Stephen Wyatt était en cellule attendant son procès. Sa vie détruite, sa famille morte ou dispersée, sa réputation en cendres. Timothy, Colin, Omar et Zach avaient disparu dans de nouvelles vies avec de nouvelles identités. Rodney Casey fut enterré à San Diego avec tous les honneurs militaires. Sa famille avait été informée qu'il était mort dans un accident d'entraînement. Il ne saurait jamais la vérité. Et Keith Wiggins, ancien SEAL Team 6, ancien spécialiste en fabrication, ancienne victime, s'assit sur une plage avec son fils et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des semaines. La paix. La police ne trouva jamais le reste des preuves. Ils ne trouvèrent jamais les armes. Ils ne trouvèrent rien qui relie Keith aux morts de 9 personnes, parce que les fantômes ne laissent pas de preuves, et Keith Wiggins était très bon pour être un fantôme. Le sénateur Stephen Wyatt avait fait une erreur. Il avait envoyé 6 hommes pour brûler une maison. Il avait ciblé un mécanicien qui pouvait l'exposer. Il avait été impitoyable, minutieux et professionnel. Mais il s'était trompé d'adresse. Et l'homme qu'il avait réellement ciblé n'était pas du tout un mécanicien. Il était quelque chose de bien pire. Il était un père qui avait tout perdu, et les pères comme ça ne s'arrêtent pas, ne renoncent pas, ne pardonnent pas. Ils s'assurent juste que les responsables paient en totalité, avec intérêt, pour toujours.